Bonjour les miaou. Sorcière, Halloween et malédiction ont un point commun. Le chat noir. Mais pourquoi ce chat est-il si mal aimé? On en parle tout de suite, après le générique. Alors vous connaissez tous des chats noirs. Au moins le plus récent. Salem dans les nouvelles aventures de Sabrina. Chat qui conseille et suit Sabrina au travers des ténèbres, car il est un sorcier qui a été condamné à errer parmi les humains, aux côtés des sœurs Spellman et leur nièce, Sabrina. On l'a connu plus drôle et plus cynique dans la série des années 90. Le chat noir serait ainsi, selon notre culture occidentale, un porte-malheur, l'animal qui apporterait la malchance à celui qui le croise. Installez-vous confortablement, prenez votre seau de bonbons, un verre d'eau et faisons donc ensemble un saut dans le passé pour voir d'où cela vient. Car en effet, si les chats sont arrivés auprès de l'homme pour aider à protéger ses récoltes, comme nous l'avons vu dans la vidéo en fiche et en description, il s'est avéré avec le temps que certains ont été vénérés et d'autres montrés du doigt. C'est le cas du chat noir. Nous sommes en l'an de grâce 1233 et Louis IX est roi de France. Et Grégoire IX, oui, tout le monde est à le 9 dans sa dénomination, j'y suis pour rien. Donc Grégoire IX est pape de l'Église catholique, toute puissante à cette époque. En juin de cette année-là, le pape émit une bulle papale dans laquelle il reconnaît l'existence de séries démoniaques où le diable se livrerait à des orgies avec des hérétiques. Selon le texte, alors, voilà. Ah, nous y voici. Quand un novice est présenté devant l'assemblée des mauvais pour la première fois, une sorte de grenouille lui apparaît. Un crapaud, selon certains. Il en est qui lui font un baiser sur le derrière et d'autres sur la bouche, en lui suçant la langue et en absorbant sa bave. Parfois, le crapaud est de taille normale, mais en d'autres occasions, il est aussi gros qu'une perdrix ou un canard. Le novice s'avance et se tient devant un homme à la pâleur effrayante. Les yeux de ce dernier sont noirs, son corps si fin et si émacié qu'il ne semble pas avoir de chair, seulement la peau et les os. Le novice l'embrasse, l'homme est froid comme la glace. Après ce baiser, tout résidu de foi catholique demeuré dans le cœur du novice disparaît. Le texte poursuit en décrivant la façon dont le banquet qui suivait était présidé par un chat noir, aussi gros qu'un chien de taille moyenne, dont l'anus était embrassé par tous les présents, chacun à son tour, en commençant par les nouvelles initiées. Puis les lumières étaient éteintes et une orgie s'ensuivait. Alors la silhouette d'un homme émerge d'un coin sombre. La partie supérieure de son corps, à partir des hanches, brille de façon aussi éclatante que le soleil. En dessous, sa peau est épaisse et couverte de fourrure comme celle d'un chat. L'hérétique qui préside lui présente un morceau de l'habit du novice en lui disant « Maître, on m'a donné cela, et à mon tour je vous le donne. » Ces gens se disent les dévots de Lucifer, dont ils prétendent qu'il a temporairement été chassé du paradis et y retournera. Ce texte influencera la vie du monde catholique durant plus de 500 ans. En effet, ce texte servit de base pour chasser les sorcières. Dès lors, les chats, surtout les noirs, sont considérés comme des incarnations du malin. On va croire à l'existence d'une relation entre les chats, Catus, et les hérétiques cathares, Cathari, et faire du chat un agent du diable, explique l'historien Éric Baratta sur France Inter. En Europe court l'idée que la veille de la Saint-Jean, le 24 juin, les chats disparaissent des villes pour suivre les sorcières. Avec elles, ils fomentent de grands plans de lutte contre les humains avec diverses malfaisances. On ne félicitera pas le pape Innocent VIII et son édit de 1484 firent alors sacrifier des chats pour les fêtes populaires, ce qui marqua une grande période de persécution pour le félin. Du coup, des chats noirs auraient été brûlés pour protéger les croyants du diable lors des fêtes de la Saint-Jean. Cependant, certains furent aussi emmurés, comme ce fut le cas dans le château de Combourg en Ille-et-Vilaine. Comment l'a-t-on su? Par les écrits de Chateaubriand en 1849 dans son livre posthume « Mémoires d'outre-tombe ». En effet, dans le château, à la nuit tombée, on entendrait la jambe de bois du comte Malo-Auguste de Coetgen se promener seul, accompagné d'un chat noir. Des recherches furent effectuées et un chat emmuré fut retrouvé et il aurait été sacrifié au cours du XIVe siècle. Mais pourquoi les chats noirs et les sorcières seraient-elles si liés?
Eh bien, il semblerait que les femmes qui revendiquaient une certaine indépendance à l'époque étaient mal vues et étaient mises à l'écart de la société. Les chats noirs étant également rejetés, ce serait tout naturellement que ces dames auraient recueilli auprès d'elles ces animaux mal aimés, comme elles. Avec la chasse aux sorcières entre le XIVe et le XVIIIe siècle, la réputation des chats noirs ne s'améliora pas, et même après le mal était fait. Le chat noir serait signe de mauvais présage. Imaginez que même au Japon, le chat noir serait mal vu. Le chat noir serait aussi vu comme un présage de mort. De nombreuses légendes existent à ce sujet, comme celle de Gaufrid, inquisiteur de Carcassonne, qui fut retrouvé mort dans son lit, en compagnie de 2 chats noirs. Ou encore la légende de la dent du chat, racontée traditionnellement en Savoie. Celle-ci relate l'histoire d'un pêcheur qui prit dans ses filets un chaton noir. Après l'avoir ramené chez lui pour que le chat débarrasse la maison des souris, ce dernier tua toute sa famille et bien plus encore. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous conter cette légende. Et la mauvaise réputation du chat noir ne s'arrête pas en Europe. Au Japon, la légende du chat vampire raconte qu'une jeune fille promise au fils de l'empereur se serait faite égorger par un gros chat noir dans son sommeil. Enfin, des légendes de marins rapportaient que jeter un chat noir par-dessus bord risquait de déchaîner la colère des éléments. À notre époque, les chats noirs sont encore trop souvent la cible des gens méchants. Et il y a quelques années, un refuge de Budapest avait dû enfermer ses félins, couleur ébène, pour les protéger des meurtres rituels. Au sein des refuges et des associations, les chats noirs sont les mal-aimés de l'adoption, des prises en charge et des sauvetages. S'il n'y a pas vraiment de statistiques à ce sujet, toute personne travaillant dans ce secteur vous dira que les chats noirs, s'ils ont des adorateurs qui n'adoptent qu'eux, car ils les savent difficilement adoptables, ils ont toujours la réputation de porter malheur, et leurs adoptions sont donc difficiles. Ne dit-on pas de quelqu'un qui n'a pas de chance que c'est un chat noir ? Avant de vous raconter la légende de la montagne de la dent du chat, je vous invite à vous abonner, commenter, liker si vous aimez mon contenu. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ces réseaux et me soutenir sur ces 2 plateformes. Maintenant, je vais vous conter la légende de la dent du chat, comme l'a rédigé Jean Portail dans Contes et légendes de Savoie aux éditions Fernand Nathan. Dans les anciens temps, un pêcheur du nom d'Antoine vivait au flanc de la montagne qui surplombe à pic le magnifique lac du Bourget. Il y possédait une masure de torchis et de chaumes qu'il quittait dès l'aube pour s'en aller pêcher. Un matin, qu'il n'arrivait pas à tirer de l'eau le moindre petit poisson, il promit d'offrir aux dieux le premier poisson qu'il pêcherait en le remettant à l'eau. Antoine estimait que les dieux ne se laisseraient pas gagner de générosité et que ce premier poisson en amènerait plus d'un autre. Ils l'entendirent, car sa ligne tout aussitôt se prolongea d'un poisson énorme et beau comme il ne croyait pas qu'il pût en exister de pareil. Un poisson qui se vendrait cher au poids, pensait Antoine, par habitude. Mais sa promesse lui revint en mémoire. Il soupira, il hésita. Fallait-il vraiment avoir le courage de remettre à l'eau ce merveilleux poisson, pour qu'un autre le repêche et en tire profit ? Les dieux ne pouvaient exiger un tel sacrifice, ils ne mangeaient pas. Que leur importait donc qu'on leur fasse hommage de ce poisson-ci, plutôt que du suivant ? Tu as dit le premier, tu souffla son bon ange. Eh bien, répliqua le madré savoyard, ce sera le premier, à partir d'à présent. Et il lança sa ligne à nouveau. Dans la même seconde, il la releva. Un poisson 2 fois plus gros que le précédent frétillait au bout du fil. « Rejette-le, rejette-le » intima la petite voix. « C'est facile à dire » grommela le pêcheur. « On voit bien, cher ange, que vous êtes un pur esprit. Pour mon compte, j'ai femmes et enfants. Avec le prix de ce poisson-là, nous vivrons 1 semaine. Ton poisson appartient aux dieux. »« Alors je n'ai pas à leur donner, » répliqua l'homme, chicanier de son naturel. L'ange joignit ses ailes pour se cacher le visage et se mit à pleurer. Antoine avait relancé sa ligne une 3e fois, et immédiatement, il eut à l'adresse de l'ange un sourire goguenard. Sa prise promettait de dépasser encore les 2 premières. Elle était si lourde que l'extrémité de la canne pliait et que l'habile pêcheur eut beaucoup de peine à amener le fil jusqu'à lui. Avec précaution, il le souleva hors de l'eau. Alors, il ne retint pas un cri de stupeur. Un petit chat noir se débattait agrafé à l'hameçon. Antoine le délivra et le soupesa au creux de sa main. Une poignée de duvet n'eût pas été plus légère que cette bestiole qui, tout à l'heure, avait failli casser sa ligne.
Antoine ne chercha pas à déchiffrer l'énigme, mais décida d'emporter le chaton. Sa femme serait contente, elle qui se plaignait que leur provision soit le festin des rats. Il voulut continuer à pêcher. Mais il eut beau lancer et relancer sa ligne, renouveler ses appâts, changer de place, on eût pu croire qu'il ne restait plus un seul poisson dans le lac. « Bast !» dit-il. « Je n'ai pas trop à me plaindre. » N'insistant pas davantage, il enroula son fil, se saisit du panier où se débattaient les 2 gros poissons qui allaient le rendre riche pour la moitié d'un mois, et commença de gravir la côte. Dans la poche de sa blouse, le chaton sauvé des eaux miaulait et griffait. À 20 mètres de sa pauvre maison, il vit sa femme qui l'attendait sur le seuil, placide et patiente, comme à son habitude. Sans avoir échangé un mot, tous deux rentrèrent dans l'unique pièce qui éclairait à peine la lumière du jour et où frottait une odeur d'étable et de lait caillé. À terre, il n'avait ni plancher ni carrelage, sur une paillasse jouaient 3 enfants. Le plus jeune semblait de quelques semaines, l'aîné n'avait pas 2 ans. Le père ouvrit son panier et le rude visage de la femme se plissa imperceptiblement de satisfaction. Pourtant, elle feignit d'être déçue. « Sont pas trop petits !» dit-elle. « Mais ils sont peu !» Antoine ne s'émut pas. Il savait que, en eût-il apporté 100, elle eût témoigné de la même maussade d'indifférence. C'est le caractère de celle-ci de ne jamais se montrer trop contente des biens qui lui arrivent. Un proverbe prétend que s'il pleuvait des ducats, les Savoyards se plaindraient que le bon Dieu cassa leur toiture. « Voici le dernier morceau !» annonça-t-il, présentant le chaton. Avec un haussement d'épaule, sa femme le lança doucement aux enfants qui criaient. Le chat grandit. Il grandit si vite, il grandit tant qu'il atteignit bientôt la taille d'une panthère. Et ce fut un grand soulagement pour ses maîtres quand il quitta la maison. Hélas, il n'en avait pas oublié le chemin. Trop souvent, il y venait rôder. Ce chat était épouvantable à voir. Avec son poil couleur de suie, ses griffes qui ressemblaient à des sabres, et des yeux verts et phosphorescents qui vous aveuglaient dans l'ombre. Ses mâchoires, lorsqu'elles se refermaient sur une tête de mouton, la broyaient aussi facilement que si vous croquiez dans une pastille. Puis des enfants disparurent, des hommes, des femmes. La terreur se répandit partout. On organisa des battues, menées par les meilleurs tireurs de la région. Tous avaient vu le chat fantastique. Tous avaient été plus ou moins ses victimes. Mais ni la vaillance, ni la ruse, ni le désir de venger un deuil cruel ne triomphèrent de l'horrible bête. Le chat s'avérait invulnérable. L'apercevait-on juché sur un sommet? À peine l'avait-on mis en joue qu'on le retrouvait derrière soi. Le croyait-on à gauche? Voilà qu'il se trouvait à droite. Ou bien on le voyait bondir de quelques hautes roches, dessinant sur le ciel bleu une souple courbe noire qui s'effaçait aussitôt, comme s'il se fût volatilisé dans l'air. Puis le jeu changeait. Il demeurait immobile. Balles et flèches roulaient et glissaient sans même déchirer sa fourrure infernale. La nuit venue, les paysans barricadés chez eux remontaient leurs couvertures par-dessus leurs oreilles quand ils entendaient les sinistres miaulements répercutés à l'infini par l'écho des montagnes. Il évoquait le voyageur perdu, dont on ne retrouvait plus le lendemain qu'un lambeau de vêtements. Antoine, plus que quiconque, désirait la mort du chat. Pourtant, il tremblait de le provoquer. Il avait compris que l'animal était le châtiment des dieux. Depuis la pêche miraculeuse où il avait renié sa parole, jamais plus il n'avait attrapé de poisson. Pour que sa femme, ses enfants et lui-même ne meurent pas de faim, il avait trouvé un travail de bûcheron. Mais le sort s'acharnait. Un arbre, en tombant, lui classa la clavicule, puis il se blessa sur sa propre hache. Enfin, la coupe de bois où il travaillait avait pris feu. Avant chaque malheur, il avait rencontré le chat. Et le chat l'avait fixé du regard en crachant du feu. Un certain matin, un ânier piémontais, qui passait par là, découvrit en travers de leur seuil défoncé, le pêcheur, sa femme et leurs 3 enfants. Le chat les avait dévorés. La bête continuait ses ravages sur le territoire et on se mit à observer un rythme inacceptable de 20 en 20. Il s'était instauré gardien du col menant de l'un à l'autre versant. Il laissait franchir la montagne à 19 personnes, hommes ou femmes, et dévorait la 20e. Or, les raids sentiers ne permettaient pas que l'on avance de front. Il y avait toujours un 20e, et ce 20e était toujours la proie du chat. Une fois, un jeune soldat qui rentrait de congé apprit qu'il arriverait 20e. Il pensa bien à reculer. Mais déjà, il avait eu le tort de céder aux insistances de sa famille, désireuse de le retenir le plus possible. Sa permission expirait. Un nouveau retard lui vaudrait une grosse mauvaise note, sinon d'être accusé de désertion. Il fallait essayer de passer. Or, et comme il arrivait au col redoutable,
il entendit sonner des cloches. En contrebas, des femmes entraient dans une petite église. 2 enjambées suffirent au jeune soldat pour qu'il se mêle à elles. La cérémonie finie, il s'en alla solliciter monsieur le curé, qui bénit son fusil. Arme à la main, le soldat reprit sa route. À peine avait-il avancé de quelques pas qu'il vit la bête debout sur un rocher qui l'attendait. Les derniers rayons de soleil rendaient plus noir encore son pelage, mais ses narines lançaient des flammes et ses yeux brillaient comme braise. Presque inconscient de son geste, le soldat visa. Toute griffe dehors, le monstre s'était élancé. Il ne retomba pas sur la route. Le coup qui l'atteignit avant qu'il eût touché terre le projeta au bord de la pente abrupte où il tenta de s'agripper. Une deuxième détonation lui fracassa la tête et le précipita dans l'abîme au fond du lac. On dit que la gerbe d'écume qui souleva dans sa chute éclaboussa jusqu'aux crêtes environnantes. Le soldat, un court instant abasourdi par sa victoire, sauta de joie, puis, calmement, se remit en marche. Pour commémorer ces faits, on appela alors la montagne le Mont du Chat, ce chaînon du Jura qui avait terrorisé le diabolique animal. D'ailleurs, on ne le revit plus jamais. Des gens dignes de foi affirment qu'il recouvra la vie sous les eaux, mais qu'il demeurera captif jusqu'à la fin des temps. Il en ressent de grandes colères, alors son poil se hérisse et provoque à la surface du lac d'Émeraude ces brusques frémissements qui font chavirer les barques. On dit aussi qu'en tombant, le chat voulut se retenir et s'agrippant au sommet de la montagne, a laissé alors un de ses crocs qui forment le passage. On dit aussi encore que s'il est tombé côté lac du Bourget, ses yeux dans la chute sont tombés chez nous et qu'ils sont devenus les 2 petits lacs de Saint-Jean-de-Chevelu. Voilà, cher Miaou, comment se conclut cette vidéo spéciale Halloween. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la produire et n'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos où je vous conte des histoires de chats vous plairaient. En attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Salut!